Comme toute réforme, la réforme des marchés publics, c'est 3 paradigmes fondamentaux. Le premier paradigme est lié à l'approche et à la méthodologie de conduite de la réforme. C'est une réforme qui a bénéficié d'un appui politique très fort. Un appui politique très fort, d'abord parce que c'est une réforme qui a été initiée, préconisée par le gouvernement lui-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette réforme du décret marché public a été le fruit d'un long travail très rigoureux par plusieurs départements impliqués, départements ministériels, tous ceux qui sont concernés déjà de prime abord. Elle a été faite vraiment dans une démarche totalement collaborative, d'abord avec à sa tête monsieur le chef du gouvernement qui a lui-même présidé certaines réunions de travail et certains points d'étape. Mais le plus important appui politique au titre de cette réforme, c'est l'association du Parlement avec les 2 chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Ce décret ou cette réforme consacre l'approche participative du gouvernement. Pour la première fois, on a eu un décret qui discutait en amont à la représentation nationale dans les 2 chambres. On suce de toutes les consultations que le gouvernement a pu avoir avec les organisations professionnelles et la société civile. C'est une réforme qui a mis à contribution une multitude d'acteurs. C'est quasiment toutes les fédérations d'entreprises, tous les ordres, tous les départements ministériels, les collectivités territoriales, les organismes internationaux. Donc c'est un jeu d'intérêts assez complexe qu'il fallait arbitrer, juguler, parce que justement l'État est là pour, j'allais dire, chercher le point d'équilibre entre les différents enjeux. À l'instar des autres départements, le secrétariat général du gouvernement a participé à la confection de ce texte. En effet, nous avons procédé à l'examen du projet pour en vérifier la conformité à la Constitution et aux dispositions législatives en vigueur et sa compatibilité avec la réglementation régissant les marchés publics. Je tiens à souligner la pertinence de l'approche adoptée par la Trésorière générale du Royaume, qui est une approche participative pour la préparation de cette réforme importante et l'interaction positive avec toutes les propositions de la Commission nationale de la commande publique qui ont été prises vraiment et globalement en considération. Avec ce nouveau décret, nous sommes à la 4e réforme qui a été faite en 25 ans. Ça dénote d'une écoute particulière qui a été celle de la TGR pour un peu prendre en considération les différentes recommandations des acteurs concernés par la commande publique. Comme vous le savez, à l'instar des autres départements ministériels, des institutions de contrôle et des autres organisations, des fédérations et autres, la direction des entreprises publiques et de la privatisation a joué un rôle prépondérant en soutenant ce nouveau code aujourd'hui par sa mobilisation totale à travers ses organes de contrôle, les contrôleurs d'État, les trésoriers payeurs. C'est important, c'est que cette réforme, il faut le souligner, qu'a préparée la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, a été faite en concertation avec le secteur privé, en l'occurrence la CGM. Et donc, effectivement, nous avons été associés à cette démarche de réformer le Code des marchés publics. Cette contribution constitue aussi une illustration d'une approche participative très concertée avec la Trésorerie générale du Royaume et puis aussi les ministères concernés. Laquelle concertation a été menée moyennant une série de réunions et de discussions qui ont donc abouti à des dispositions partagées entre les parties. Alors effectivement, le Conseil de l'Ordre des architectes a été associé depuis maintenant plus de 5 ans aux travaux d'amélioration, de refonte du décret des marchés publics, en particulier en ce qui concerne les prestations architecturales. Nous avons en fait intervenu auprès de la Trésorerie générale du Royaume pour rapporter toutes les doléances des architectes
que les architectes rencontraient dans l'application de ce décret. L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes est une organisation professionnelle créée par le texte de loi 3093. C'est une profession qui regroupe à peu près 1300 ingénieurs géomètres topographes, dont 700 entreprises qui font 90% de leur chiffre d'affaires dans le cadre de la commande publique. C'est pour ça que pour nous, profession, le Code des marchés publics est un texte réglementaire très important. Après le lancement de sa réforme, l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes s'est penché pour faire des propositions concrètes de telle manière à améliorer le texte de 2013. Je voudrais tout d'abord remercier la Trésorerie générale du Royaume en la personne de M. Soudan-Noordine pour l'approche participative et d'avoir associé les professionnels de laboratoire de BTP en ce qui concerne le nouveau Code des marchés publics. Cette réforme, ce qui est très important, c'est de la contextualiser. Elle avait 3 principaux objectifs. Le premier, c'est tout d'abord de développer le tissu économique local. Et comme on le sait, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises constituent en tout cas la très grande majorité du nombre d'entreprises au Maroc. Le second, bien évidemment, c'est celui de l'encouragement de l'emploi local. Et par là, quand on veut préserver l'entreprise, on veut bien sûr préserver les emplois, les pérenniser, voire créer de nouveaux emplois. Et enfin, le dernier objectif, et non des moindres, c'est bien sûr de développer les compétences nationales au niveau de notre pays. Ce texte va permettre la redistribution du volume d'investissement public d'une manière équitable par la réservation de 30% du budget prévisionnel annuel des marchés annoncés aux très petites et moyennes entreprises, aux coopératives et même aux auto-entrepreneurs. Sur le plan social, ce décret va permettre aux entreprises titulaires des marchés de travaux ou de services autres que les études, il va les obliger à recourir à l'emploi de la main-d'œuvre locale dans la limite de 20% de la main-d'œuvre requise pour l'aboutissement ou bien la réalisation du marché. Nous avons également la possibilité pour ces TPME d'intervenir sur un marché public à travers la sous-traitance. Ça permet encore une fois à ces TPME de mettre un premier pied dans la commande publique. Aujourd'hui, le sous-traitant devient visible. Bien sûr, je parle de la sous-traitance officielle et réglementaire. Et ça renforce l'esprit de ce décret, c'est de réduire, raccourcir les délais de paiement. Je dirais que ce décret permettra quand même aux entreprises d'améliorer leur prix et d'améliorer leur marge. Parce que nous avons vu des entreprises qui ont disparu. Parce que par la casse des prix, qui se succèdent, ils n'ont pas pu se relever. Et ce n'est pas des moindres, parce que nous avons des entreprises aujourd'hui à l'échelle internationale qui rayonnent à l'export, qui font honneur à notre pays, et nous souhaitons que ça continue aussi pour les autres entreprises. Pour nous, c'était fatal d'accepter et de continuer dans l'esprit d'intégrer ou d'octroyer des marchés publics aux offres la moins disantes. Et donc l'actuel décret, il a répondu d'une manière très favorable, extraordinaire à ce manque, notamment par choisir l'offre la mieux disante, qui écarte systématiquement les offres excessives et qui a explicité le pourcentage qui définit cette offre, et notamment les offres anormalement basses. Le nouveau texte va permettre une gestion pertinente aux acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales, à travers l'amélioration de la méthode ou bien la procédure d'évaluation des offres financières par l'institution de la règle d'écartement systématique des offres anormalement basses ou excessives par rapport à l'estimation du maître d'ouvrage. Donc ceci va permettre d'acheter une meilleure qualité avec un meilleur prix. Ça va permettre de faire face à la casse des prix. Cette casse des prix qui est une grande préoccupation pour le ministère de l'Équipement et de l'Eau,
et pour tous les donneurs d'ordre et aussi pour l'ensemble de tissus FNBTP. Il a des incidences néfastes, baisse de la qualité, instabilité financière des entreprises, des projets qui ne s'achèvent pas, des effets néfastes sur l'emploi. Et donc, c'est des choses qui touchent à l'économie d'une façon globale. Souvent, on reprochait à la règle de passation des marchés publics d'adopter cette règle du moins-disant qui faisait qu'il arrivait parfois que cette entreprise allait vers une casse de prix. Et on avait des entreprises qui n'arrivaient pas à finir les marchés ou des entreprises dont les prestations ne correspondaient pas à la qualité définie dans le cahier des charges. Cette logique du moins-disant, tout en maintenant bien sûr le prix comme une composante essentielle, est venue rééquilibrer dans le sens que la passation des marchés, effectivement, obéit à une logique où le prix, bien entendu, est là, mais la qualité est là, et nous ne sommes pas en train de tirer vers le bas les prix. Il y avait un problème de transparence au niveau de l'attribution et des consultations architecturales en particulier. Les concours sont anonymes, mais dans la consultation architecturale, nous avions demandé à ce que les administrations justifient les résultats, à la limite fournissent le document de rapport du jury pour que les architectes d'abord savent pourquoi ils ont été écartés ou éliminés de cette consultation et en même temps pour améliorer au fur et à mesure la qualité des travaux qu'ils font. Parmi les garanties que je vois importantes, celle relative à l'obligation, et c'est une mesure très importante pour les commissions d'appel d'offres de justifier d'une manière précise et claire leur décision d'élimination des concurrents et de ne pas se limiter, comme il est actuel, à des expressions larges et imprécises telles que l'expression non conforme, justification non convaincante. Aujourd'hui, le constat est intéressant. Le décret apporte clairement dans quelles conditions les appels d'offres sont suspendus et surtout la prise en compte de la réclamation adressée à la Commission nationale de la commande publique. Il a été également procédé à la mise en place d'un dispositif de prévention des conflits d'intérêts. Désormais, tout concurrent peut introduire une réclamation, une requête, lorsqu'il constate qu'un membre de la commission d'appel à la concurrence est en situation de conflit d'intérêts. Les outils qui permettent cette transparence se résument en la dématérialisation de la commande publique, le portail des marchés publics qui est un espace d'échange et d'opportunités d'affaires, la soumission électronique, élément efficace pour améliorer la transparence et la réduction des charges des entreprises par rapport à l'ancien mode de soumission. Un autre levier non moins important et remarquable de rationalisation, de performance et d'équité de l'acte d'achat a été développé par le nouveau décret. Il s'agit de la dématérialisation de bout en bout qui permet justement cette transparence et surtout une célérité et une traçabilité durable. L'introduction de l'obligation d'interopérabilité entre les systèmes d'information agissant au niveau de la commande publique pour les dossiers des concurrents au marché public. C'est-à-dire qu'il faut libérer l'opérateur économique pour qu'il puisse se focaliser sur son offre technique et son offre financière, au lieu de continuer à aller d'une administration à une autre pour chercher des documents et des pièces disponibles au niveau des administrations. À travers la plateforme qui a été mise en place, nous assistons à une véritable dématérialisation de nos réponses. C'est-à-dire qu'on se concentre sur nos offres techniques, nos offres financières, et effectivement, on est dispensé dorénavant de produire. Vous savez, c'était quand même quelque chose qui pesait dans la démarche, où il fallait effectivement les photocopies, légaliser, préparer un certain nombre de documents. Et je pense que lorsque, effectivement, l'administration, globalement dans sa démarche par de dématérialisation, ça c'est un exemple concret auquel vraiment les opérateurs ont tenu et saluent cette démarche. Cet observatoire, la réforme l'a consacré
au niveau du décret sur les marchés publics. Elle a consacré la création de l'observatoire, mais elle a consacré également la domiciliation de cet observatoire au niveau de la Trésorerie générale du Royaume, à raison des systèmes d'information dont la Trésorerie générale dispose, parce que toutes les données transitent par ces systèmes d'information. L'Observatoire marocain de la commande publique, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'il va disposer d'informations concrètes et ça va nous permettre à nous, professionnels, tels que les ingénieurs géomètres topographes, et à l'ordre de faire un suivi concret de la commande publique à travers le Royaume et durant toute l'année. L'administration la plus idoine à pouvoir domicilier justement cet observatoire marocain des marchés publics, c'est par la force des choses la Trésorerie générale du Royaume, comme elle a domicilié le portail, parce que le portail lui-même c'est une domiciliation à la Trésorerie générale du Royaume. Alors cet observatoire, c'est ce qui va justement nous procurer à nous tous, aux citoyens contribuables, à l'opérateur économique, aux fédérations d'entreprises, aux ordres, à l'administration, aux organismes internationaux, d'avoir une idée précise, factuelle, neutre de ce qu'est la commande publique au Maroc. Voilà une réforme où le cadre juridique a été tracé, une réforme où les systèmes d'information ont déjà implémenté les différentes composantes et éléments de cette réforme. Le management est en cours, le management de la réforme est en cours à travers des cycles de formation qui se passent sur tout le territoire national. Donc c'est une bonne chose pour agir un petit peu également sur la ressource humaine, parce que les marchés publics ou la commande publique, c'est à la fois un cadre juridique, un système d'information, mais c'est également et surtout l'élément humain qui intervient. C'est une réforme importante. Pour moi, et comme dans une deuxième étape, il faudrait qu'on puisse assurer à ce texte une certaine mise en œuvre, je dirais un service après-vente idoine, adapté à la capacité des différents acteurs, mais aussi adapté à la sensibilité de ce sujet. C'est une occasion pour qu'on puisse saluer l'effort des pouvoirs publics, l'effort de la TGR, qui a encore une fois démontré qu'on peut faire beaucoup de choses dans la concertation et qu'on peut toujours être à l'écoute du contexte de la commande publique. Globalement, les premiers retours des entreprises, c'est un constat de satisfaction globale. Bien entendu, nous avons besoin d'avoir un certain recul de quelques mois, voire d'une année. Et comme nous sommes effectivement en discussion, en flux continu avec la TGR, je pense que nous restituerons au bout d'une année peut-être, s'il y a des améliorations à apporter, bien entendu avec le retour que nous pourrons avoir de nos adhérents. Et s'il y a des choses sur lesquelles il y a des améliorations à apporter, je pense que c'est à ce niveau-là, je pense que la TGR effectivement pourra y remédier, puisque comme je vous le dis, nous sommes en discussion permanente. Pour nous, ce n'est pas un chantier clos, ça reste un chantier ouvert sur lequel nous pouvons améliorer, apporter des améliorations en continu. À partir du moment où on signale un certain nombre de failles au niveau du décret, ça peut faire l'objet d'une refonte d'un article de la loi et puis passer à une nouvelle loi et donc que les administrations et les architectes s'y adaptent. Jamais on a eu de blocage vis-à-vis de la TGR. Ils sont à l'écoute. Nous améliorons nos relations, nous améliorons en même temps le décret et l'objectif est le même. Pour nous tous, c'est l'amélioration de la qualité architecturale et la transparence dans l'attribution des projets. C'est pour dire, in fine, la chose suivante, c'est que il nous appartient à tous, administration, collectivités territoriales, établissements et entreprises publiques, opérateurs économiques, fédérations d'entreprises, organismes internationaux, j'allais dire de mettre la main dans la main pour réussir un ancrage judicieux de cette réforme, encore une fois au plus près de la réalité du terrain, parce que concevoir une réforme c'est une chose, la mettre en œuvre c'en est une autre. Pour finir, je m'inspirais d'un adage africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.